Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette troisième édition du magazine des Alcooliques Anonymes. Au sommaire, le financement du mouvement. Nous parlerons aussi du congrès qui va y avoir très prochainement, suivi par un invité plateau, le professeur Patrick Clairvoy, psychiatre de Toulon. Puis, les 12 étapes qui sont les fondamentaux du mouvement. Alcooliques Anonymes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. La télé est à vous. Bonjour Dominique. Bonjour Guy. Alors, tu vas nous parler du fonctionnement des Alcooliques Anonymes dans vos réunions. Alors, quelques mots. Surtout essentiellement sur l'aspect financier du mouvement et comment cela fonctionne. Nous avons pour habitude qu'à la fin des réunions passe un chapeau où chacun peut y mettre ce qu'il veut ou ce qu'il peut, tout simplement. Il ne faut quand même pas oublier que la plupart d'entre nous, quand nous arrivons, nous ne sommes pas très riches. Donc forcément, c'est pas toujours évident. En fait, cet aspect financier est important pour la communication des Alcooliques Anonymes et surtout pour la transmission du message, également comme par exemple pour financer tout simplement ce magazine, d'information qui nous permet de mieux nous faire connaître et de voir l'aspect par l'intérieur de ce que sont les Alcooliques Anonymes, tout simplement. Voilà, une vision globale à tous les téléspectateurs de tout le fonctionnement. Absolument, il n'y a rien de compliqué, tout est simple, tout est clair en Alcooliques Anonymes. Bon, est-ce qu'il y a une limite est-ce qu'il y a des gens, des mécènes chez vous? Comment ça marche? Parce qu'il y a des subventions, dites-moi un petit peu. Alors, de ce fait, il n'y a aucune subvention. Alcooliques Anonymes refuse toute intervention extérieure pour ce qui est du financement des Alcooliques Anonymes. Nous avons même un plafond de dons qui est de l'ordre, je crois, aujourd'hui de 3 000 € par personne et par an, qui fait que on n'a pas à recevoir de dons prestigieux pour le financement des Alcooliques Anonymes. Voilà, tout simplement. Moi, il y a un côté un petit peu neutre, si je puis dire, du point de vue des subventions. Vous voulez pas, vous êtes autonome. On est tout à fait autonome, voilà, on s'autofinance. Vous autofinancez, donc c'est le but du chapeau. Donc ce sont les images qui ont été filmées cette semaine. Lors d'une réunion. Voilà. Bien. Quelques mots sur, depuis qu'on s'est vu, ça fait à peu près 6 mois, ce confinement, il y a eu des moments forts. Le moment le plus fort de ces derniers 6 mois, c'est bien évidemment et malheureusement le congrès international de Détroit aux États-Unis qui a eu lieu par visioconférence, puisque malheureusement, à cause du virus, on n'a pas pu, dans le monde entier, assister à ce congrès. Sinon, nos réunions ont repris au mois de juillet, fin juillet, début août. Réunions physiques. Les réunions physiques, effectivement, ont repris et effectivement c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne, ça se fait quand même. Voilà. On n'a jamais abandonné le terrain et le message passe. Deuxième sujet, le congrès, un événement phare prochainement. Jean-François. Le congrès, donc anniversaire cette année, c'est le 60e anniversaire donc de Alcooliques Anonymes, qui va cette fois-ci de façon inédite se dérouler et se passer en visio. Alcooliques Anonymes est né en France en 1960, donc 60 et 60, ça fait 2020. La journée complète du 7 novembre est réservée justement pour ces réunions. Alors donc, prochain rendez-vous, 6 et 7 novembre pour les alcooliquesanonymes.fr. Bonjour professeur. Bonjour madame. Connaissez-vous le programme de rétablissement des Alcooliques Anonymes? Malheureusement non, mais je connais un peu les Alcooliques Anonymes. Et peut-être que je vais vous raconter la première fois qu'on a mentionné, qu'on m'a donné une expérience d'Alcooliques Anonymes. Alors juste préalablement, j'étais tout jeune médecin. L'un de mes professeurs qui m'enseignait la discipline d'alcoolologie, la pathologie liée à l'alcool, me disait cette phrase: enlever l'alcool à un alcoolique,
c'est comme enlever les lunettes à un myope. On n'a rien réglé. Donc première leçon, je savais déjà que le problème de l'alcoolisme n'était pas que l'alcool. Et la première fois où j'ai matériellement fait l'expérience de ce que c'était que les alcooliques anonymes, c'est à travers une patiente qui vient me voir. Je suis donc très jeune psychiatre, elle c'est une dame assez âgée déjà, et qui vient dans mon bureau, et quand je lui demande pourquoi elle vient me voir, « Docteur, je suis alcoolique. » « Ah bon, madame, racontez-moi. Qu'est-ce que vous buvez ? » « Ah, mais je ne bois pas, docteur. » Déjà, j'ai une interrogation. Quelqu'un qui se dit alcoolique, quelqu'un qui ne boit pas. Je lui pose la question, mais alors, à quand remonte le dernier verre d'alcool que vous avez consommé ? Elle me dit, docteur, il y a 25 ans, c'était, et elle me donne très précisément le jour, le mois, l'année. Et j'ai compris. Alors, je suis un peu surpris, je dis, mais madame, vous n'êtes pas alcoolique ? Et elle me dit, ne me dites jamais ça, docteur. Et c'est là que j'ai découvert, à travers cette patiente que j'ai suivie pendant plusieurs années, que j'ai compris ce que c'était que les alcooliques anonymes à travers la communauté. Elle m'a raconté la communauté à laquelle elle était, comment elle y allait régulièrement, ce qu'elle y trouvait, et en même temps, comment elle avait fait sienne la pathologie de l'alcool, et comment, à partir de là, eh ben, elle s'en était sortie. Voilà. Merci. Alors, fort de cette expérience, je vais vous demander quelque chose de logique. Est-ce que vous suggérez à vos patients de se diriger vers les associations d'anciens buveurs, et notamment celle des AA ? Oui, souvent. Mais je dois dire que je suis face à des, je mets bien le mot, des réticences. La première réticence, c'est dans mes occurrences professionnelles, lorsqu'il m'est arrivé de pouvoir monter des groupes de parole concernant l'alcool, il y a une réticence institutionnelle d'un certain nombre de mes confrères, pas tous, mais d'un certain nombre, à laisser venir les alcooliques anonymes. Bon, soyons clairs, j'ai été formé par l'Association française d'addictologie, la Société française d'addictologie, à l'époque d'alcoolologie et d'addictologie, et j'ai toujours noté qu'il y avait une ambiguïté vis-à-vis des alcooliques anonymes, que je ne comprends pas. Par ailleurs, quand j'ai adressé des gens anonymes, ceux qui y sont allés, que ce soit les patients buveurs ou les familles de patients buveurs, chaque fois, j'ai entendu le bénéfice qu'il y avait à y aller. Pourquoi ? Plusieurs choses. D'abord, il y a la reconnaissance d'un état. C'est un sentiment très pénible qui s'appelle la honte. La honte qui fait qu'on le cache, qu'on se sent mal, qu'on se sent misérable, qu'on se sent rien. Et donc, tout d'un coup, il y a une communauté qui vous accueille, et dans le regard des gens, vous n'êtes pas la honte, vous êtes quelqu'un. Ces gens-là connaissent votre problème, et même, ils ont des mots pour vous aider à comprendre ce problème. Voilà à peu près comment j'ai compris ce que pouvaient apporter les alcooliques anonymes à mes patients et aux familles de mes patients. C'est pour ça que nous sommes la seule association qui a un programme vraiment, qui permet de cheminer à partir du moment où on accepte qu'on a un problème avec l'alcool et puis qu'on puisse se rétablir et tout ça. Donc nous sommes complémentaires, nous travaillons beaucoup en complément avec le corps médical, pas du tout en n'ayant aucune prétention dans le domaine. Nous n'avons pas de compétences dans le domaine médical, nous avons malheureusement l'expérience du terrain, si je puis dire. Malheureusement, je vais vous dire, ce qui m'apparaît bien, c'est qu'il n'y a pas de témoignage plus fort que de ceux qui connaissent cette épreuve. L'autre point qui m'attire pour orienter mes patients vers les alcooliques anonymes, c'est la notion de communauté. Ça veut dire que souvent, celui qui a un problème avec l'alcool, à un moment donné ou à un autre, va se retrouver seul. Et il n'y a plus qu'une communauté quasiment fraternelle, c'est comme ça que je pourrais l'exprimer, capable de l'accueillir. C'est-à-dire, on vous prend comme vous êtes, tel que vous êtes, vous trébuchez, on sait ce que c'est, on vous relève. Et voyez, je vous raconte une histoire très récente d'une patiente, médecin, dans des difficultés très anxiogènes de son existence, à la fin de son parcours, elle est déjà assez âgée, a rencontré l'alcool et a eu un problème d'alcoolisme. Elle a été prise en charge, elle est abstinente depuis très longtemps, mais son malheur veut que sa fille lui ait dit «
Écoutez bien cette phrase, je l'ai reçue hier, cette patiente. La fille lui dit, je ne sais pas si je peux te pardonner. Vous vous rendez compte? Et je dis comment la fille, qui a eu d'autres difficultés, accable sa mère. Et voyez, le problème de l'alcoolique, c'est qu'il est mis au banc, ce qu'on dit ostracisé. On l'exclut du monde que l'on veut voir et fréquenter. Et ce qui me plaît chez les alcooliques anonymes, c'est qu'il y a ce regard fraternel qui dit « Toi, tel que tu es, viens, chez nous tu seras toujours accueilli ». Ça j'ai apprécié et j'apprécie encore. Jean-François, nous allons donc parler de notre programme des 12 étapes, en commençant bien évidemment par la première. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Nous prenons conscience de notre état de dépendance à l'alcool et nous abandonnons la lutte avec plus fort que nous. Nous acceptons la réalité d'avoir perdu la maîtrise de notre vie. Ceci est le point de départ pour se rétablir. La deuxième étape nous dit « Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison ». Nous en arrivons à croire à une puissance supérieure à nous par une ouverture d'esprit, ce qui nous permet de retrouver la raison. Nous réalisons petit à petit qu'une force supérieure à nous, comme le groupe, nous aide à redevenir plus raisonnable. C'est le début de la spiritualité du programme. La troisième étape nous dit « Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tels que nous le concevions. » La relation à une puissance supérieure que nous concevons est la base de ce programme spirituel. Par la confiance en soi et les autres, nous avons confiance en la vie. La quatrième étape nous dit « Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. » Par l'introspection que nous entreprenons, nous découvrons mieux nos dysfonctionnements, la connaissance de ce que nous sommes vraiment. C'est un inventaire de nous-mêmes nécessaire pour rééquilibrer nos émotions. La cinquième étape nous dit « Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes, à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. » Dès que nous en sommes prêts, nous sommes disposés à prendre en compte notre passé, à vider notre sac, comme on dit, pour comprendre notre histoire. Une honnêteté rigoureuse est nécessaire pour les étapes 4 et 5. La sixième étape nous dit, elle, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Nous acceptons de travailler sur nous-mêmes avec courage et confiance. Nous regardons en face nos défauts pour mieux les aborder grâce à l'aide de cette puissance supérieure à laquelle nous croyons. En évoluant, nous pouvons envisager un devenir positif. Merci Jean-François. Nous allons passer la main à Corinne pour les 6 dernières étapes. Alors Corinne, maintenant la 7e étape, si tu veux bien, qui dit ceci. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Cette étape nous demande d'être humbles et honnêtes si nous voulons enfin pouvoir renverser le cours d'une vie complètement axée sur l'égocentrisme. La 8e étape, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Maintenant, nous nous employons à construire une relation meilleure avec les autres. Nous reconnaissons nos torts et nous admettons qu'il va falloir les réparer. Pour cela, nous tentons de faire une liste de toutes les personnes auxquelles nous avons nui. La 9e étape nous dit ceci. Nous avions réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. Nous allons nous efforcer de réparer nos torts envers toutes ces personnes que nous avons listées en prenant soin de ne pas leur en poser d'autres. Nous leur demandons pardon et nous essayons d'établir avec elles un lien solide et durable. Cela nous apprend à mettre notre orgueil de côté. La 10e étape nous dit ceci. Nous avions poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. Nous nous efforçons maintenant de faire un inventaire de nous-mêmes sur le moment et de le corriger, afin d'acquérir une plus grande maîtrise de nous. La 11e étape, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Cette étape est une étape spirituelle. Certains prient, d'autres méditent, les uns croient en Dieu, d'autres en un guide spirituel.
ou tout simplement en la force du groupe A, peu importe. Nous tentons de visualiser l'avenir idéal que nous souhaitons. Nous ne prétendons pas devenir parfaits, juste nous améliorer. Enfin, pour terminer, la 12e étape, ayant un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. À la 12e étape, nous constatons que les 11 précédentes nous ont permis de prendre conscience de notre maladie et de notre besoin des autres. Alors à notre tour, nous nous devons de rendre ce que nous avons reçu. Nous devons aussi apprendre à appliquer ce programme qui nous est proposé dans notre vie de tous les jours et continuer à changer nos comportements pour obtenir peu à peu la sobriété émotionnelle. Nous arrivons au terme de cette émission. Dominique, un petit mot pour la conclusion? Pour une association comme la nôtre, libre et indépendante, nous avons reçu la médaille de vermeil de l'Académie nationale pour tout le travail effectué. Une belle récompense. Merci à tous les participants qui ont réalisé cette émission et on vous dit à bientôt.